Alors moi, je viens d'une famille de 6 enfants. On était 3 garçons et 3 filles, une famille recomposée, donc demi-frères et demi-sœurs. Pour moi, la famille, c'est hyper important, ça fait partie des fondations de ma vie. À la maison, il y avait toujours beaucoup d'animation, on était beaucoup à table, il y avait toujours des amis de chacun qui étaient avec nous. Pour moi, mon enfance se résume vraiment à ça, à des tables animées, à des rires, à, à toutes ces choses en fait qu'on peut imaginer dans une grande famille en fait. Moi-même, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. J'ai eu des amis proches, j'ai des amis proches, mais j'ai jamais eu ce besoin d'être très entourée d'amis. En fait, j'avais mes frères et sœurs à la maison et j'étais très entourée par eux. Et on s'amusait beaucoup en fait tous ensemble, malgré les différences d'âge. J'avais quelque chose à partager avec chacun. En 2013, je viens de terminer mes études de graphisme. Je cherche du travail dans ce domaine, mais j'en trouve pas. Du coup, je commence à me dire qu'il faudrait que je trouve un petit job alimentaire. J'ai pas besoin d'argent. Je suis encore chez mes parents à ce moment-là, mais j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de m'occuper. Un jour, je vais manger avec ma meilleure amie qui travaille avenue des Ternes. Je me dis que je vais prendre quelques CV avec moi pour en pouvoir en déposer dans les magasins aux alentours. On mange ensemble, ça se passe très bien. Et après le repas, elle retourne travailler et puis moi je décide de descendre la rue pour déposer les CV dans les magasins qui m'intéressent. Je vais ensuite à la Fnac des Ternes, qui est un magasin que j'adore, pour déposer mon CV. À ce moment-là, je tombe sur un vendeur de la Fnac qui me dit écoute, si tu veux être embauché ici, va tout de suite déposer ton CV dans le rayon qui t'intéresse en fait. C'est comme ça que tu auras le plus de chances d'être prise. Je vais donc au rayon gaming parce que j'aime bien les jeux vidéo. Et je rencontre Florian, je rencontre un vendeur. À ce moment-là, je ne le connais pas et je lui donne mon CV. Il se trouve qu'il a flashé sur moi à ce moment-là, je l'apprendrai que plus tard évidemment. Mais il a tout fait pour que je puisse être embauchée dans son rayon et que je puisse finalement travailler avec lui. Je suis donc embauchée en renfort de Noël dans ce rayon gaming. À ce moment-là, on est tous les deux en couple avec Florian, donc le vendeur qui a pris mon CV. Donc la question se pose pas du tout sur le fait de commencer une histoire tous les deux, mais j'ai quand même quelques petits indices étonnants. En particulier, je me rappelle d'une fois où on discutait tous les deux. Voilà, ça faisait que quelques semaines qu'on se connaissait, même pas. Et je lui demande comment ça va dans son couple, dans sa vie. Et il me dit qu'il est avec quelqu'un de très bien, une fille sympa, mais qui sait que ce n'est pas la mère de ses enfants. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, évidemment que c'est pas la mère de ses enfants, puisque ce sera moi, la mère de ses enfants. Et une fois que j'ai cette pensée intrusive qui me rentre dans la tête, je me dis, mais t'es complètement folle de penser ça, tu le connais à peine, ce mec, pourquoi tu te dis ça? Et c'est des choses qui me sont revenues qu'après, en fait. Finalement, on se met ensemble quelques mois plus tard. On commence une histoire d'amour qui se passe très bien, et je pense qu'on a tous les deux su très vite qu'on était faits l'un pour l'autre. C'était très particulier, j'avais jamais ressenti ça et lui non plus, donc on était vraiment dans une histoire différente de celle qu'on avait connue avant. Les 5 premières années se passent très bien, on voyage beaucoup, on fait pas mal de choses tous les deux. On est très très amoureux, on passe plein de bons moments en fait ensemble. Au bout de 5 ans, on décide de partir en Indonésie
pour un ultime voyage avant d'essayer de faire un bébé. On se dit qu'au retour de ces vacances-là, on arrêtera la contraception et on se mettra à essayer d'avoir un premier enfant. À notre retour de vacances en septembre, comme prévu, j'arrête ma contraception. Et un soir de fin d'année, je crois qu'on était en novembre, on invite des amis à la maison et j'ai un petit peu mal au ventre, mais rien de très bizarre à ce moment-là. La soirée se passe et avant d'aller me coucher, je vais aux toilettes et je vois que j'ai beaucoup saigné, alors que je n'ai pas mes règles à ce moment-là. Je comprends pas bien pourquoi, je me dis que ça a dû arriver en avance, je décide d'aller me coucher quand même. Je suis réveillée en pleine nuit par des très fortes douleurs au ventre, en particulier du côté droit, et beaucoup de sang. Je perds beaucoup de sang. Je réveille Florian, je lui dis il y a un problème, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai très très mal au ventre. Je perds du sang, je crois qu'il y a un problème. Et il me dit ok, j'appelle les pompiers quoi. Et à ce moment-là, j'ai très peur, je me dis mais il m'arrive un truc grave et je lui dis mais je pense que je fais une grossesse extra-utérine. Il me dit mais c'est pas possible, c'est hyper rare, qu'est-ce qui te fait dire ça, etc. Et je sais pas, je le savais à ce moment-là. La douleur vraiment me faisait penser ça. Je leur dis voilà, je pense que je fais une grossesse extra-utérine. Donc ils me répondent la même chose que Florian, vous savez c'est très rare, c'est peut-être autre chose, on va aller voir ça. Ils m'emmènent à l'hôpital et effectivement, après quelques examens, on me dit que j'avais un demi-litre de sang dans le ventre, que j'avais fait une grossesse extra-utérine, que j'avais moi-même évacué cet embryon, et que du coup j'avais énormément de sang dans le ventre qui ne demandait qu'à sortir. J'étais très gonflée, les douleurs étaient horribles et donc je passe au bloc en urgence tout de suite. Je me fais opérer à ce moment-là, en fait, parce que j'aurais pu perdre une trompe, on aurait pu devoir m'enlever une partie de moi-même, quoi. Et en fait, ça n'a pas été le cas, les choses se sont bien passées et j'ai assez vite récupéré finalement. Quand on m'annonce que c'est une grossesse extra-utérine, je ne sais pas que j'ai été enceinte, je ne sais pas qu'il y a une grossesse en fait, tout simplement. Donc j'ai cette espèce d'ambivalence, de joie en me disant oh là là, mais je suis enceinte, ça veut dire, puis en même temps de me dire mais pas du tout en fait, c'est pas vraiment une grossesse qui est en train de se passer. Et j'ai peur. Et je me souviens de cette phrase que m'a dit la brancardière qui m'a amenée au bloc. Elle me dit faut pas avoir peur, mademoiselle, parce que vous savez, au moins maintenant, vous êtes sûre que ça fonctionne. Et à ce moment-là, ça a changé ma vision des choses. Je me suis dit c'est vrai, là ça n'a pas marché, mais ça veut dire que ça peut marcher. Et la prochaine fois, ça marchera. Le médecin me conseille d'attendre plusieurs mois avant de retomber enceinte. Il me dit même de reprendre une contraception. Il me dit c'est important pour que le corps récupère, mais aussi la tête. Et je me dis mais pourquoi il me parle de ma tête? À la rigueur, mon corps, je comprends, mais pour moi, c'était un peu un non-sujet. J'étais pas traumatisée par cet événement. Et du coup, effectivement, je prends la pilule peut-être un mois. Et puis en fait, après, on l'arrête tout de suite en se disant mais en fait, on le veut trop ce bébé, ça va marcher. Et effectivement, je suis tombée enceinte tout de suite après l'arrêt de ma pilule. En mars 2018, je ressens des sensations étranges. J'ai l'impression d'être enceinte. Pourtant, j'ai mes règles, donc je comprends pas. Je me dis c'est bizarre. Quand on est enceinte, on n'a pas ces règles en fait, donc c'est pas possible. Mais je me sens différente dans mon corps. Je sens des tensions à certains endroits. Je décide de quand même faire un test qui s'avère être positif. Et je vais donc faire cette première échographie qu'on appelle l'échographie de datation pour savoir depuis quand je suis enceinte. Et là, on m'annonce que ça fait en fait 2 mois que je suis enceinte. Et je le savais pas. J'ai eu mes règles pendant ces 2 mois-là et j'ai continué à les avoir pendant les 4 premiers mois de cette grossesse. Et ces saignements, d'ailleurs, m'ont apporté pas mal d'inquiétudes. Plusieurs fois, j'ai cru que je faisais une fausse couche.
Et plusieurs fois, j'ai été inquiète pour ce bébé à venir. Je suis très vite arrêtée au cours de cette grossesse. J'arrête de travailler. Du coup, je suis à la maison tout de suite. Et finalement, il n'y a que mon bébé qui compte à ce moment-là. Moi et mon bébé. Et je suis inquiète de tout. J'ai peur même de sortir. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai peur de le perdre. J'ai beaucoup de mal à y croire avant d'être sûre qu'il soit vraiment là. En fait, avant de le sentir bouger, j'ai du mal à croire qu'il est là. Comme si c'était trop beau. Donc je me protège beaucoup. Je me mets dans une bulle. Je vois pas énormément de monde. Je vois ma famille et mes amis proches. Florian, évidemment, quand il rentre du boulot. Mais je suis pas du tout dans une dynamique de grossesse très dynamique, justement, où je vais travailler, faire du sport. Non, je suis concentrée uniquement sur mon ventre, mon bébé. Et c'est la seule chose qui compte. D'ailleurs, tout tourne autour de ça. Je lis par rapport aux enfants, à la grossesse, au bébé. Je suis les comptes Instagram, Facebook. Tout concerne les enfants. Je me renseigne un maximum, comme si tout ce que je pouvais emmagasiner comme info était hyper importante, comme si je devais apprendre tout et qu'il fallait que je sois une bonne élève. Ce bébé arrive plus tard que prévu. Il est censé arriver le 24 octobre et il arrivera que le 28 octobre. Il aura fait du rab dans mon ventre, il ne voulait pas sortir. Egon est né en siège, c'est-à-dire que il a d'abord sorti ses fesses avant de sortir sa tête. Donc c'était un accouchement fatigant et particulier. Déjà parce que j'ai eu 27 heures de travail avant de pouvoir le rencontrer. Et puis, il y avait énormément de monde dans cette salle de naissance, entre les étudiants qui voulaient voir ce cas d'école, puis les médecins qui devaient être là en cas d'urgence, parce que c'était un accouchement à risque. Tout ça a fait que cet accouchement a été long et éprouvant. Il était quand même magnifique, mais il était ponctué par certaines angoisses, par certaines peurs, à des moments où j'avais peur que ça se passe mal, en fait, finalement. Voilà. Une fois qu'il est né, j'ai pleuré, je l'ai tout de suite pris dans mes bras, c'était magnifique. J'en ai un bon souvenir. Mais c'est vrai que on est très entouré pendant une grossesse et pendant un accouchement. Et dès que le bébé arrive, tout le monde s'en va, la salle se vide. D'un seul coup, en fait, c'est très brutal. On se retrouve complètement seul avec un bébé qu'on apprend à connaître. On devient parent avec ce bébé-là, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire en fait, et tout s'arrête d'un coup. La grossesse, l'accouchement, c'est terminé et maintenant on est lâché dans l'aventure, on est lâché dans la vie avec un enfant qu'on doit élever et de qui on est entièrement responsable. Au moment de notre retour à la maison, Florian reprend le travail une semaine après. À ce moment-là, il y avait très peu de congés paternité. Il reprend un travail en plus très dense. Il est dans un magasin où il doit travailler énormément, où les horaires sont très contraignants. Il travaille tard le soir, le week-end. Et finalement, je me retrouve vite toute seule avec Egon à la maison. Alors j'ai ma mère qui vient, mon père aussi, voilà, des amis, mais la journée, les gens travaillent. Et la journée je suis seule avec lui. Du coup, j'ai pas beaucoup de références et d'aide au quotidien avec les personnes qui m'entourent, parce que soit ils ont pas le temps, soit eux-mêmes sont pas parents ou pas encore à ce moment-là. Et donc je fais beaucoup de recherches sur internet et je décide de m'inscrire dans des groupes Facebook à ce moment-là pour trouver quelques astuces en particulier concernant l'allaitement. Parce qu'à la maternité, on m'a dit toutes sortes de choses qui ne fonctionnaient absolument pas pour mettre en place un allaitement et je me retrouve à devoir le faire toute seule. Donc c'est par les groupes Facebook en particulier que je trouve de l'aide. Je me crée ce petit village de mamans autour de moi qui sont des personnes que je ne connais pas au départ. Et je partage beaucoup avec elles. Alors certaines sont devenues des amies proches aujourd'hui.
Donc ça a découlé sur plein de choses positives, mais il y a quand même beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux quand ça concerne les mamans, les bébés, beaucoup de culpabilité sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, sur la pression et la charge mentale qu'on met sur les mères à ce moment-là. Et je me retrouve très vite perdue dans tout ce monde-là de la parentalité dite positive, de comment faire au mieux avec son bébé, comment pour qu'il soit bien, pour qu'il soit évolué, pour qu'il soit materné le plus possible, et de cette culpabilité qui repose sur nos épaules si on ne suit pas à la lettre les préceptes de ce qui est dit sur les réseaux, quoi. À ce moment-là, moi je suis seule et c'est vrai que je m'y perds un peu parfois. J'ai du mal à me sortir de ça. Alors ça m'a appris plein de choses, mais à ce moment-là, j'ai beaucoup de mal à faire la part des choses sur ce qui est ok et ce qui n'est pas ok de dire à une mère. Et je me retrouve rapidement seule dans cette culpabilité avec Egon, à savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Flo a du mal à prendre sa place au début dans cette fusion qu'on crée avec Egon, en particulier aussi avec l'allaitement, qui fait qu'il n'y a que moi qui puisse le nourrir, qui puisse l'apaiser. Et au milieu de tout ça, il prend du temps à trouver sa place de père, à trouver son fonctionnement avec son fils. Et je crois que c'est vraiment qu'au moment du confinement, donc au moment où Egon a eu 18 mois, que les choses ont commencé à vraiment se mettre en place entre eux deux et qu'ils ont créé cette relation père-fils qui était difficile pour lui à mettre en place avant ça. Et quand on s'est retrouvés 3 mois à la maison tous les trois, ça a changé beaucoup de choses. Ils ont créé quelque chose d'unique ensemble et moi, j'avoue que ça m'a aussi déchargé pas mal de pouvoir déléguer à Flo certaines des tâches qui avant n'étaient que accomplies par moi-même parce que Egon ne voulait absolument pas être avec quelqu'un d'autre que moi. Et à partir du moment où cette relation s'est créée entre eux, ça a changé énormément de choses aussi pour moi, quoi. En avril 2022, on apprend que mon père est malade. Sur le coup, on ne réalise pas forcément, je dis on, mais je ne réalise pas forcément que c'est très grave. On nous parle de cancer, de maladies cancéreuses. Je ne sais pas si à ce moment-là j'occulte que mon père a un cancer ou si c'est dit, je ne sais pas. Mais je me souviens très bien de ce coup de fil, donc c'est qui m'a marqué et c'est que j'ai su que quelque chose se passait à ce moment-là quand même. Avec Florian, on a envie de faire un deuxième enfant, on commence à y penser. On se dit qu'on arrêtera la contraception cette fois-ci aussi à notre retour de vacances en septembre. Mais la maladie de mon père prend quand même de plus en plus de place. Ça devient de plus en plus compliqué, difficile, éprouvant pour mon père, mais aussi pour ma mère qui l'accompagne. Il est très fatigué et je commence à me dire que peut-être peut-être que ce serait une bonne idée de décaler notre projet bébé, de ne pas avoir mené le combat de cette maladie et en même temps l'arrivée éventuelle d'une grossesse. On se demande s'il ne vaudrait pas mieux reprendre une contraception et puis recommencer un petit peu plus tard. Mais à ce moment-là, je me dis, ça veut dire quoi plus tard ? En janvier 2023, on vient de passer les fêtes de Noël. Personne ne se le dit vraiment, mais on sait que c'était le dernier Noël de mon père. L'ambiance est un peu difficile, tout le monde est un petit peu triste. Mais la vie continue de notre côté. Et il se trouve que un matin, je dis à Flo, écoute, je pense que c'est le moment et si on veut ce bébé, c'est maintenant en fait. Les semaines passent
euh, j'ai quand même des petites sensations étranges et il se trouve que j'ai un retard de règles, ce qui ne m'était encore jamais arrivé, étant donné que pour Egon, ça n'avait pas été le cas. Ce jour-là, je donne le bain à Egon et il me dit « Maman, est-ce que tu es enceinte ?» Je suis assez surprise de sa question, mais je lui dis « Bah écoute, en fait, je ne sais pas. » Et ce soir-là, je décide de faire un test. Florian m'attend dans le salon, je suis dans la salle de bain et en fait, la barre devient rouge tout de suite, et bien rouge. Je vais le voir, on est hyper contents, on se fait un énorme câlin, on se pose plein de questions sur ce petit bébé, qu'est-ce qu'il va devenir ? Est-ce que c'est un garçon ? Est-ce que c'est une fille ? Comment on va l'annoncer à Egon ? Toutes ces questions-là, on se les pose et on a trop hâte en fait de commencer cette nouvelle aventure. On se pose la question, est-ce qu'on attend un petit peu avant d'en parler à Egon, ces fameux 3 premiers mois où on n'est pas vraiment censé en parler, où il faut être prudent, où ça peut ne plus marcher d'un coup, où il y a un risque de fausse couche. Et en même temps, de par la proximité qu'on a avec lui, on ne se sentait pas de lui cacher cette nouvelle longtemps. On a donc décidé de lui en parler, en fait, de façon très honnête. On lui a dit que dans mon ventre, il y avait une petite graine de bébé, que pour l'instant, c'était encore une toute petite graine, toute petite, et que notre but, c'était qu'elle se transforme en bébé et qu'on allait tout faire pour. Parfois, il y avait des petites graines qui ne devenaient pas des bébés, et parfois, ça en devenait, et que j'allais être un petit peu fatiguée, j'allais devoir me reposer, mais qu'on espérait de tout cœur qu'il ait un petit frère ou une petite sœur qui arrive bientôt. Quand on lui a annoncé, il a très vite réalisé. À ce moment-là, il a 4 ans, il est quand même assez grand pour comprendre ces choses-là. Il est content, il est très content. On ne sait pas encore si c'est une fille ou un garçon, donc on lui dit aussi qu'on apprendra bientôt si c'est un petit frère ou une petite sœur. On va pour cette première écho de datation. On trouve une jeune sage-femme très sympa à côté de la maison. Et on se présente ce jour-là pour savoir depuis combien de temps est-ce que je suis enceinte. La sage-femme, Victoire, elle s'appelle, passe la sonde d'échographie sur mon ventre. Elle regarde et elle me dit « Ok, ça a l'air d'aller bien, mais est-ce que vous pouvez peut-être aller aux toilettes, faire pipi rapidement parce que je suis pas tout à fait sûre de ce que je vois. » Donc je dis ok. Je vais aux toilettes, je reviens, elle repose la sonde et elle me dit « c'est bien ce que je pensais. Je vois 2 vésicules. Là, il y a 2, je sais plus bien ce qu'elle me dit. Elle me parle de parties de corps de fœtus. Et à ce moment-là, je regarde l'écran et je réalise pas du tout. Je fais d'accord, oui, c'est normal, il doit y avoir 2 vésicules dans un bébé. Et Flo tout de suite tourne la tête vers moi, il comprend tout de suite. Et je le regarde et je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde me regarde comme ça. Et puis d'un seul coup, je réalise, je dis « Mais vous êtes en train de me dire qu'il y a 2 bébés dans mon ventre ?» Elle me dit « C'est ça, ouais, c'est des jumeaux. » Je dis « Mais non, mais c'est pas possible. » Et là, on se regarde avec Florian, on éclate de rire. On se dit « Mais c'est quoi ce délire ? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver ? Comment ça ? Il n'y a pas de jumeaux dans la famille. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, il y a des jumeaux là qui arrivent dans mon ventre ? C'est impossible, on n'avait même pas imaginé cette éventualité. » Et puis elle me dit « Voilà, c'est 2 jumeaux monozygotes, donc ce qu'on appelle communément de vrais jumeaux. Et du coup, ça va être une grossesse à suivre de près. » En sortant du cabinet, on est content, on rigole beaucoup, on se dit qu'on est dans la merde aussi, mais en fait on le prend bien, quoi. Mais ça déjoue du coup tous nos plans. On se dit il va falloir changer la voiture, on vient d'acheter un appartement où il n'y a que 2 chambres, on n'a pas beaucoup de place, enfin voilà, il y a plein de choses qui doivent se mettre en place pour accueillir 2 nouveaux enfants et non pas 1.
À la sortie du cabinet, j'appelle ma mère. À ce moment-là, ma mère, elle est à l'hôpital Saint-Louis avec mon père qui vient d'être hospitalisé. Il allait pas bien. À ce moment-là, il avait eu besoin d'être hospitalisé quelques jours. Ils sont tous les deux dans la chambre. On a appris un peu plus tôt dans la soirée que mon père allait mieux. Le matin, ça avait été déjà très compliqué, donc on espérait vraiment avoir une bonne nouvelle sur le soir, et ce qui était quand même plutôt le cas. Il n'était pas en forme, mais le pire avait été écarté à ce moment-là. Et ma mère attendait beaucoup ce coup de fil. Mes parents savaient qu'à ce moment-là, j'allais faire mon échographie de datation. Et je les appelle et je leur dis tout va bien, mais il y a une surprise en fait, il y a 2 bébés. Très vite, je me rends compte que cette grossesse va être particulière, déjà parce qu'il y a 2 bébés, mais aussi parce que je vais devoir la mener de front avec la maladie de mon père, son état qui se dégrade beaucoup. Je commence à me dire que peut-être il ne connaîtra pas ces 2 bébés qui vont arriver. Du coup, je les fais beaucoup participer. Mes parents, enfin d'eux-mêmes d'ailleurs, ils le demandent beaucoup. C'est vraiment cette petite lumière au bout du tunnel par rapport à tout ce que la famille traverse à ce moment-là. Quand on apprend que c'est des petites filles, je suis hyper contente. J'ai déjà un petit garçon. Je pensais ne pas avoir de préférence, mais quand j'apprends que c'est des filles, en fait, je me rends compte que si, j'avais une préférence. On se dit que on va faire des listes de prénoms. Donc on va essayer de savoir comment est-ce qu'on va les appeler. Il y a plein de prénoms qui nous viennent, beaucoup plus d'ailleurs que quand on avait des prénoms de garçons à choisir. Les prénoms de filles ont été beaucoup plus faciles pour nous à trouver. Mais il n'y en a aucun qui ressort vraiment. Il n'y en a pas. Il me vient aussi l'idée de me dire, j'aimerais bien que on puisse choisir les prénoms vite. Je ne sais pas encore pendant combien de temps mon père va pouvoir tenir face à la maladie. Et j'ai peur de même pas pouvoir lui annoncer les prénoms de ses petites filles. Un jour, il m'appelle. C'est vraiment le tout début de ma grossesse. Et je crois qu'à ce moment-là, je ne sais même pas encore que c'est des petites filles. Il m'appelle, comme tous les matins, on s'appelle. Et il me dit j'ai rêvé de toi cette nuit. En fait, j'ai rêvé que t'avais une fille qui s'appelait Nina. Et je lui dis ah bon, écoute, c'est drôle parce que pour le coup, je l'ai pas encore écrit sur ma liste, mais c'est un prénom que j'aime beaucoup. Il dit écoute, j'ai rêvé de Nina cette nuit. J'ai rêvé que t'avais une fille qui s'appelait Nina. Je la voyais, elle était grande, elle courait. Puis ça reste dans un coin de ma tête. On parle d'autre chose. Le temps passe, c'est là ensuite qu'on apprend qu'effectivement c'est des petites filles. La grossesse se passe bien. Et un jour, on est au restaurant avec Florian, on avait fait garder Egon ce soir-là, et on se dit, ce soir, on décide des prénoms. À ce moment-là, lui, il me dit, écoute, j'ai pensé à un prénom, c'est Adèle. Adèle, c'est un prénom que j'aime beaucoup. J'ai toujours adoré ce prénom-là. Je dis, écoute, effectivement, moi aussi, c'est un prénom que j'aime bien. Il se trouve que c'est aussi le prénom de mon arrière-grand-mère maternelle. Donc, je trouvais que ça faisait un beau rappel. Et donc, on le garde en tête. Et puis, je lui dis, mais moi, j'aimerais bien trouver un prénom qui soit un rappel à ma tante Anne, qui est décédée il y a quelques années auparavant et que j'aimais beaucoup. Donc on part autour de Anna, Annie, mais il n'y a rien qui fait tilt, quoi. Et à ce moment-là, il me dit est-ce que tu as pensé à Nina ? Je dis c'est drôle que tu me dis ça parce que Nina, mon père a rêvé qu'on avait une petite fille qui s'appelait Nina il y a quelques mois. Il me dit ah bon, écoute, moi c'est un prénom que j'aime bien, viens on regarde la signification. Et puis en regardant sur Google, on se rend compte qu'en fait Nina, c'est la version hispanique de Anne. Et puis tout fait sens, quoi. À ce moment-là, je me dis mais ça va être son prénom, tout simplement. Donc
On réfléchit quelques jours, mais on se dit ce sera Nina et Adèle. On voulait garder ces prénoms secrets comme on l'avait fait pour Egon. Sauf que on a voulu quand même l'annoncer à mes parents. C'était difficile de leur dire on vous annonce les prénoms parce que on n'est pas sûr que papa soit encore là au moment de la naissance. C'était quand même très glauque de penser comme ça. Donc on leur a fait deviner, mais on leur a donné beaucoup d'indices. Ma mère a trouvé très vite le prénom d'Adèle. D'ailleurs, elle a été assez émue et elle a pleuré ce jour-là quand elle l'a trouvé. Elle m'a dit c'était comme si j'avais eu une révélation. J'ai tout de suite su que c'était ça. Et le fait que ce soit le prénom de sa grand-mère, c'était un joli signe. Quand ils ont appris que c'était aussi Nina qu'on avait choisie pour notre deuxième petite fille, j'ai rappelé à mon père qu'il avait rêvé d'elle. Il m'a dit que c'est vrai et qu'il s'en souvenait très bien. Pendant cette grossesse, j'ai tout de suite su qu'il allait falloir que je fasse attention de ne pas mélanger les choses. En fait, j'avais vraiment envie de la vivre pleinement, cette grossesse-là, et je sentais que avec la maladie et un éventuel décès de mon père, à ce moment-là, même si j'ose pas encore y penser, je me dis qu'il va falloir que je fasse attention de faire la part des choses. Je veux pas que cette grossesse soit ternie par la maladie, par les mauvaises nouvelles et par le deuil que je pourrais faire ensuite si mon père venait à décéder. Un jour, en sortant de ma douche, j'ai cette espèce de révélation où je me dis mais en fait pour le moment ça va, pour le moment je gère bien, mais je pourrais pas me permettre de plus gérer en fait. Je pourrais pas me permettre de sombrer en étant enceinte, je pourrais pas me permettre de ne plus réussir à gérer mes émotions. Il faut que je m'occupe de moi justement tant que ça va bien, parce que c'est pas quand ça ira mal que j'aurai l'énergie de prendre rendez-vous chez une psy ou chez un thérapeute. Donc je décide de me prendre en main tout de suite. Je trouve une psy à côté de chez moi qui est vachement bien, qui est spécialisée dans le deuil. Et avec elle, je vais faire tout un travail autour de cette grossesse, de la naissance de mes filles et de la maladie de mon père. Mon père décède fin mai. Je suis enceinte de 6 mois à ce moment-là. Les semaines qui ont précédé son décès, j'ai énormément pleuré. Tous les soirs, je pleurais. Je me disais que c'était la fin, je le savais, je voyais bien que ça n'allait plus. On faisait bonne figure devant lui, on voulait lui apporter des sourires, on voulait lui apporter de la joie, mais tout le monde savait que c'était la fin. Évidemment, j'étais aussi inquiète pour ma mère, qui allait être seule, puis qui était aussi très fatiguée dans son rôle d'aidante au quotidien avec lui. Donc, c'était une période qui était très éprouvante pour moi. Et c'est vrai que tous les soirs, j'avais beaucoup de chagrin. Le jour où il décède, je suis pas du tout étonnée. En fait, ça s'est passé pendant la nuit. J'ai eu l'appel de ma mère le matin et c'est vrai que le soir, en me couchant, je le savais que c'était la fin. Je me doutais fortement. Et quand j'ai vu que ma mère m'appelait à 7h, je savais très bien ce qu'elle allait m'annoncer. J'ai évidemment pleuré, mais on va dire que c'est comme si le deuil avait commencé en amont. J'ai pas ressenti comme si je tombais d'une falaise, quoi. Je savais ce qui allait se passer et le fait d'avoir réalisé ça avant, je pense, m'a beaucoup aidée à gérer la nouvelle. Ma grossesse, du coup, se poursuit bien. Je suis très suivie à l'hôpital par le fait que ce soit des jumelles. Et je me réinvestis dedans. Après quelques semaines où j'ai eu à faire face au deuil, je recommence à me plonger dans cette grossesse en me disant voilà, il me reste que quelques mois pour poursuivre
ce moment-là avec mes filles, je vais recommencer à me focus vraiment sur le vivant. Je décide de faire beaucoup de choses pour moi, de la méditation, de l'hypnose, de me préparer à la naissance en fait de différentes façons, de prendre du temps en famille, de me reposer. Je parle beaucoup avec elles. Je leur explique tout ce qui se passe. Je leur ai expliqué que mon père était malade, je leur ai dit quand il est mort. Je leur ai dit que si j'étais triste, c'était pas à cause d'elle, que elle, c'était vraiment le rayon de soleil de ma vie actuelle et qu'on était hyper contents de les accueillir. Je me concentre vraiment sur ces moments-là. Je me prépare aussi à une naissance qui, je le sais, va être plus difficile que la première et aussi à un postpartum qui va être plus difficile que le premier. Je ne sais pas du tout ce que c'est de s'occuper de 2 bébés. Je ne sais pas si je vais réussir à allaiter 2 bébés. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les nuits, le sommeil. On a eu vraiment beaucoup de complications avec Egon sur le sommeil. Donc je m'imagine que ça va être 2 fois pire du coup avec 2 bébés. Donc je me mets pas de pression en fait. Je me dis que il faut pas que je me mette dans les mêmes enjeux que la première fois. Il faut pas que je me mette dans cette culpabilité de ne pas bien faire. Il faut pas que je sois stressée de ne pas être 100% présente pour mes filles. Qu'il faudra que je pense aussi à moi. Voilà. Donc je décide en fait vraiment d'adopter un espèce de lâcher prise sur sur ces bébés et de me dire que voilà, si je n'arrive pas à les allaiter, c'est pas grave, que si je dois leur donner une tétine, bah c'est pas grave, que toutes ces choses-là en fait sont pas si graves et qu'elles auront mon amour et que c'est ce qui compte. Ce qui était inenvisageable pour Egon où je m'étais mis une pression d'être la mère parfaite quoi. Et là, c'est pas du tout le cas. Je me dis que ce qu'il va falloir que je fasse surtout, c'est tenir le coup. Donc c'est vraiment la priorité. Adèle et Nina naissent le 15 septembre 2023. Un accouchement qui se passe hyper bien en fait, beaucoup moins long que la première fois. Vraiment dans la douceur, où j'ai pu même garder Adèle sur moi au moment où Nina est sortie et je les ai ensuite tout de suite eues en peau à peau. Elles ont tout de suite pris le sein aussi, ce qui n'avait pas été le cas la première fois. Toutes ces choses-là se sont passées finalement beaucoup plus facilement. Au moment où elles naissent, tout de suite je ressens que ça va être différent. Déjà, je me sens beaucoup moins seule que la première fois, je me sens très vite entourée par l'équipe et surtout aussi beaucoup moins infantilisée. Alors je sais pas si c'est parce que c'était pas les premières, mais je suis beaucoup plus confiante dans mon rôle de maman, j'ai l'impression que je sais ce qu'il faut faire, je suis aussi beaucoup plus prise au sérieux par l'équipe, je suis moins infantilisée. Je suis plus écoutée aussi et je me retrouve finalement beaucoup moins seule que la première fois. Et pourtant, à ce moment-là, c'est ce que je cherche, à être seule. Je me dis que maintenant que j'ai su faire une première fois, je saurais faire une deuxième. Et finalement, tout se passe mieux. Je suis tellement confiante qu'en fait, je pense que mes filles le ressentent et c'est des bébés très calmes. Alors, je dis pas, hein, les premières nuits à la maternité, c'était difficile, mais elles arrivaient à s'apaiser facilement. J'ai réussi à les allaiter sans aucun problème. Ça s'est hyper bien passé tout de suite. C'était pas des bébés qui pleuraient beaucoup, contrairement à Egon, où ça avait été très difficile au début à ce niveau-là. Et là, je découvrais ce que c'était des bébés calmes en fait. Et je me suis dit finalement, la difficulté, ça va être le fait qu'elles soient 2. Et c'est tout. Mais si j'arrivais à gérer ce paramètre-là, qui était un paramètre d'organisation, bah, le reste, ça allait rouler, quoi. Et tout de suite, je l'ai senti au niveau de mon postpartum. J'étais beaucoup mieux. Aucune tristesse, aucune déprime qu'on peut parfois avoir après la naissance. Le petit baby blues, il n'était pas du tout là. J'étais juste hyper heureuse. Je les regardais et je me disais, mais quel cadeau, c'est génial.
J'avais peur aussi, pendant ma grossesse, d'un contre-coup, de par la mort de mon père, de me dire: «Ça se trouve, je suis portée par les hormones et donc ça fait que je tiens le coup, mais une fois que tout ça, ça sera redescendu, je vais peut-être, sombrer». Et puis, bah, non, en fait, il a été présent auprès de moi par la pensée tout le long, mais c'était pas dans une tristesse, c'était dans un accompagnement, c'était dans une bienveillance, une protection. C'est comme ça que je le voyais, en tout cas. Pour l'anecdote, Nina, donc que mon père avait vue en rêve au début de ma grossesse, est née avec, une mèche, blonde sur le dessus de la tête, alors qu'elle est très brune. Heu, je dirais même presque blanche, cette mèche. J'ai pris un peu de temps à la voir et puis au fur et à mesure qu'elle grandit, elle est de plus en plus marquée et je trouve ça beau, en fait. Je me dis que, je sais pas, c'est peut-être un petit signe, de mon père, peut-être qu'ils se sont rencontrés, au moment où elle descendait et que lui montait. Aujourd'hui, Adèle et Nina ont 6 mois. C'est des bébés qui sont plutôt cool. Ça se passe hyper bien. Elles sont calmes, mignonnes, hyper souriantes. Le fait d'avoir eu 2 bébés d'un coup, ça m'amène forcément à faire un deuil d'une prochaine grossesse. On voulait avoir 3 enfants, donc c'est fait. Par contre, avoir un quatrième, c'est trop compliqué pour nous, ça serait pas possible. Du coup, voilà, je me dis que cette dernière grossesse, bah, ça aura été vraiment la dernière et que finalement, d'avoir eu 2 bébés pour une grossesse, bah, c'est un peu difficile dans ma tête parfois. J'aurais aimé être enceinte une dernière fois, euh, mener peut-être un dernier allaitement, etc. Et c'est pas vraiment ce que j'avais prévu dans mon plan initial, quoi. Pour moi, 3 bébés, c'est 3 grossesses. Et là, bah, y en a une en moins. Donc c'est assez étrange, en fait, comme sensation. Parfois, je me dis que j'aimerais un quatrième enfant, mais je pense qu'en fait, j'aimerais être encore enceinte. Pas forcément d'avoir un quatrième enfant. Et ça, c'est un chemin à faire dans ma tête. Pour l'instant, elles sont encore toutes petites, donc je suis encore dans ces sentiments de tout petit bébé. La grossesse est encore toute fraîche pour moi. Je pense que ces choses-là vont s'atténuer par la suite quand elles vont grandir et que je commencerai à sortir aussi du postpartum et à ce moment-là, ce sera certainement plus facile aussi de faire ce deuil d'une troisième grossesse. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a trouvé notre rythme à 5. On est une belle famille avec 3 beaux enfants. Ça se passe bien tous ensemble, on a trouvé notre équilibre. Florian, avec les filles, c'est différent que la première fois. Déjà parce qu'il a eu quand même 2 mois de congé paternité et il a appris vraiment à les connaître au tout début. Il a été là au tout début de leur vie, il était autant présent que moi. Le fait d'avoir 2 bébés aussi, bah, ça implique beaucoup le conjoint. Il est obligé d'en prendre une quand je prends l'autre, si elles sont toutes les deux en train de pleurer. Et elles ont tissé plus rapidement de liens avec lui que ça a été le cas pour Egon. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour les pères au moment de prendre leur place. Aujourd'hui, je peux voir la différence. À âge égal, voilà, quand les filles voient leur père, elles sont hyper souriantes, elles l'adorent, il est toujours content de les retrouver, et on tisse comme ça une famille soudée. Egon avec ses petites sœurs, ça se passe bien aussi. Il a pris un petit peu de temps à trouver sa place, mais c'est normal quand on a 4 ans et demi. Les premières semaines, les 2 premiers mois, je dirais, ont peut-être été un petit peu compliqués pour lui. Et encore, c'est relatif. C'est quand même un enfant facile et vraiment très mignon. Lui aussi, il est très souriant, il aime beaucoup la vie. Et, euh, et le fait d'avoir 2 bébés à la maison, en fait, ça a très vite pris le pas sur les petites angoisses qu'il pouvait avoir. Il adore retrouver ses sœurs le matin, il leur dit tout le temps qu'il les aime, il leur fait plein de bisous, plein de câlins, il leur apprend des choses. Et finalement, en fait,
c'est toutes ces petites choses-là qui me font dire que l'équilibre familial est trouvé et que 3 enfants, c'est ce qui tient pour nous. Et je pense qu'à terme, c'est ce qui m'aidera à me dire qu'un 4e enfant, ce serait compliqué à mettre en place dans ce schéma-là. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on est bien. Et je crois vraiment pouvoir dire qu'on est hyper heureux. Avec Flo, on est toujours très amoureux. On est vraiment une bonne équipe. On se le dit souvent d'ailleurs, qu'on est une bonne équipe. Et que c'est du travail, 3 enfants, c'est du travail des jumelles, mais avec une bonne communication, un couple qui tient la route, en fait, tout fonctionne et tout est possible, quoi. Donc, je suis vraiment très heureuse d'avoir eu 3 enfants avec lui. Et je regrette pas d'avoir déposé ce CV à la FNAC ce jour-là, en 2013. Vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, laissez-moi vos impressions en commentaire. Ce podcast est produit de manière entièrement indépendante, sans promotion sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez m'aider à continuer à publier des épisodes, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos épisodes préférés autour de vous. Et si vous avez le courage et l'envie de plonger dans vos souvenirs les plus cocasses, contactez-moi via l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous pourriez ainsi participer à un prochain épisode de Guéridon. Le podcast Guéridon est une création originale d'Elliot Gordon-Rix. Cet épisode a été produit, réalisé, monté et présenté par Elliot Gordon-Rix. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas